à tous. Bonjour tout le monde, chose promise, chose due. Le dernier webinaire de l'année se fera avec un chapeau de Père Noël de mon côté. Magnifique chapeau, Simon. Vraiment, ça te sied à merveille. Eh ben, je propose d'y aller. C'est bon pour toi, Clémence? Allez, c'est parti, on y va. Eh ben, parfait. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet, comme on l'indiquait, qui est vraiment riche en actualité. Ça va être de démarrer, anticiper 2025 en force, notamment en vous donnant une méthode assez puissante et assez éprouvée pour définir vos objectifs marketing dans un enjeu d'alignement avec les actions et les forces commerciales, dans un enjeu de projection de vos directions également. Et donc aujourd'hui, on est deux interlocuteurs vraiment bons sur ce sujet-là et qui correspondent à deux archétypes complémentaires et différents. Donc c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Clémence. Ouais, donc moi, je m'appelle Clémence. Je suis la CMO de Make the Grade. Si on francise, c'est la directrice marketing. Moi, je suis passionnée de marketing depuis très longtemps. Et mon rôle au sein de Make the Grade, c'est de faire rayonner l'agence. C'est-à-dire que je dois la rendre visible. C'est le premier enjeu, mais surtout qu'elle soit connue. Donc, c'est-à-dire qu'on sache qu'on comprenne ce que fait l'agence au-delà de juste connaître le nom. Et donc, on parle ici de notoriété. Et bien sûr, la finalité de la visibilité et la notoriété, c'est de générer des leads qualifiés pour pouvoir passer tout ça à nos super commerciaux afin de générer du business. Donc moi, du coup, mon quotidien, c'est du branding, c'est du growth marketing, c'est de l'automatisation marketing. Et bien sûr, c'est moi qui fixe les objectifs du pôle et le budget qui s'associe à ces objectifs. Donc j'ai fait cet exercice il n'y a pas longtemps du tout. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné l'idée de ce sujet. Donc j'ai très hâte de vous parler de tout ça. Eh ben, tout à fait, merci Clémence pour cette intro. Donc moi c'est Simon, je suis le cofondateur de Make the Grade. Aujourd'hui j'occupe un rôle de COO, donc responsable des opérations. Donc je vais être en charge de la structuration interne, les process, la rentabilité, avec un périmètre très axé sur les revenus notamment. Et avec Clémence, on est amené à être sur des sujets en binôme par rapport au sujet que tu viens d'évoquer, notamment l'acquisition marketing et la génération de business via les canaux organiques payants. Et j'étais de l'autre côté de la barrière il y a quelques jours maintenant quand tu nous as présenté ta stratégie de budget marketing pour l'année et les objectifs SMART qui en découlent. J'étais dans le persona, si on peut dire, direction à côté. Donc c'est pour ça que on va avoir tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui sur ce sujet. Je trouve que c'est vraiment ça ce qui est différenciant sur aujourd'hui. Make the Grade, qui on est, qu'est-ce qu'on fait rapidement? On se définit comme un cabinet de stratégie digitale. On est concentré sur l'accompagnement des entreprises B2B. Donc, dès qu'il y a des cycles de vente longs, des paniers moyens élevés, on va avoir une valeur ajoutée. Notre mission, c'est de faire de l'acquisition de nouveaux clients pour ces entreprises-là, grâce au digital et au numérique. Mais c'est aussi d'augmenter les revenus sur la base des clients existants, à travers trois expertises. Une première qui est l'intégration de CRM. Donc, en fait, on va accompagner les entreprises dans la gestion de leurs données, dans la productivité commerciale des commerciaux, dans la création et le design des bons processus pour aligner l'ensemble des périmètres métiers, marketing, vente et services clients. Donc, on est plutôt connu notamment par rapport à ça pour notre partenariat avec le logiciel HubSpot. On est partenaire élite aujourd'hui. C'est le plus haut niveau de ce partenariat au niveau mondial. On a une deuxième expertise qui est du web design. On va réfléchir, construire et concevoir des sites internet de conversion. Pour nous, ça peut et ça doit être le premier apporteur d'affaires des entreprises. Et on a un dernier métier qui est un métier d'acquisition marketing sur ces supports de conversion. On va attirer un trafic cible. On va transformer ce trafic en contact avec des femmes et des hommes avec qui on veut et on peut travailler. On va les éduquer et les rendre acheteurs. Voilà. Donc, on agit sur l'ensemble du parcours de conversion, depuis la génération de leads jusqu'à l'activation commerciale chez nos clients. Donc, on a un beau programme qui nous attend aujourd'hui. On va être ensemble entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Voici le plan et le menu qui nous attend.
On va redéfinir dans un premier temps ce qu'est la méthode SMART, donc parce que c'est un cadre qui est assez fonctionnel. Vous êtes sans doute déjà nombreux et nombreuses à connaître cet acronyme-là, donc on va passer rapidement dessus, mais pour autant, ça va être le socle et la base de tout ce qu'on va reproduire et découler ensuite, donc c'est important de commencer par là. On fera un deuxième passage sur les tendances marketing de 2025, donc là, c'est vraiment Clémence et moi. On va vous apporter notre vision sur les meilleures pratiques qui seront à traiter de votre côté dans vos équipes marketing et pour vos entreprises. Toujours dans un enjeu de génération des leads, génération des demandes, mais aussi d'alignement avec l'équipe commerciale. On passera de la théorie à la pratique et on expliquera également davantage sur comment vous pouvez activer ces leviers-là et mettre en œuvre directement à l'issue de ce webinaire. Vous aurez bien évidemment accès au support de présentation et à ce replay suite à ce temps d'échange-là. On vous invite avec Clémence à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Nous avons Soa qui est donc au marketing interne chez nous qui va s'occuper de la modération. Elle montera sur scène à la fin de la présentation pour nous poser vos questions. Donc, on prendra le temps d'y répondre. J'ai été suffisamment complet, Clémence, ça te va? Hyper complet, hyper clair. Eh bien, parfait. Eh bien, allons-y. Et on va commencer par redéfinir la méthode SMART. Pourquoi c'est toujours une méthode fonctionnelle et pertinente et qu'est-ce qu'on entend par cet acronyme-là? Et je te laisse introduire le bal, Clémence. Oui, du coup, la méthode SMART, elle est très pertinente, même je dirais incontournable. La raison pour laquelle c'est totalement incontournable, c'est parce que ça va permettre de donner beaucoup de clarté sur les priorités que vous mettez pour l'année. Et surtout, ça va permettre d'aligner vos équipes autour d'un objectif commun. Ça va motiver chaque membre de votre équipe parce que quand on a des objectifs très précis et qui sont challengeants, motivants, mais réalistes, ce qu'on va voir après en détail l'acronyme SMART, c'est hyper motivant. Ça donne une direction que tout le monde a envie de suivre et tout le monde va se serrer les coudes pour aller dans la même direction et atteindre cet objectif. Et surtout, ça permet du coup, évidemment, de gagner en efficacité parce que vous allez mieux structurer vos envies, vos besoins, et donc les actions qui vont découler de toute cette stratégie va être beaucoup plus structurée. Ouais, et je rajouterais que ça permet de scotcher les enjeux marketing aux enjeux commerciaux, de faire une bonne transition. Et ça, c'est important parce que quand tu parles de sens commun, tous les efforts marketing et d'acquisition doivent être orientés pour aller générer du revenu. Donc, on va vous présenter, nous, notre manière de le faire. Vous allez voir qu'on a effectivement, on va vous présenter des objectifs qui sont vraiment à cheval entre le marketing et le sales parce que ça va vraiment aider l'alignement. Et nous, on insiste beaucoup, on a fait beaucoup de webinaires où on parle d'alignement entre sales et marketing parce que c'est vraiment clé. Du coup, si je vous présente la méthodologie SMART en détail, donc le S de SMART, c'est pour spécifique. Donc, ça veut dire que votre objectif, il doit être précis et compréhensible. Mesurable pour le M. Ça veut dire qu'il doit inclure des KPIs clairs, donc ça doit être précis, compréhensible. Et pour que ce soit précis, compréhensible, le mieux, c'est d'avoir un KPI, donc un chiffre. Le A pour atteignable, ça veut dire que ça doit être ambitieux, mais réaliste. On n'oublie pas qu'on ne peut pas atteindre plus 80% de croissance dans l'année, c'est pas possible. Alors, on va rester sur des chiffres plus réalistes. Pour ça, il suffit aussi de potentiellement s'intéresser à ce qui se fait, la moyenne sur le marché, en fait, et puis essayer d'aller viser cette moyenne et puis y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il faut faire plus 50% d'un coup. On va dire d'abord, on fait plus 20% et puis dans 6 mois et les 6 prochains mois d'après, on va essayer de refaire 30% et ce qui fera 50%. Il faut être réaliste, donc c'est le R. Réaliste et atteignable, la différence, c'est que atteignable, donc il faut qu'on puisse l'atteindre, et réaliste, il faut qu'on ait les moyens pour l'atteindre. C'est-à-dire qu'on doit avoir le budget, les ressources, tout ce qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et le T pour finir pour temporel, ça veut dire qu'il faut fixer une deadline. Donc c'est comme je disais, dans 6 mois et les 6 mois d'après, on essaie de fixer un temps, parce que si je dis plus 30%, OK, mais dans quel délai? Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Si je veux que ce soit fait dans 6 mois, il vaut mieux que ce soit clair. Et puis, y aller étape par étape
en découpant par trimestre, par semestre, etc., c'est beaucoup plus motivant, ça donne beaucoup plus envie d'atteindre plutôt qu'un objectif assez long terme. Si on dit l'objectif, c'est dans 1 an, bah, avant d'atteindre cet objectif, il va se passer beaucoup de choses, ça peut fluctuer, etc. Donc, moi, je recommande des timings assez courts pour essayer de le mettre à jour plutôt tous les trimestres pour que ce soit encore plus motivant. Ouais, tout à fait. Pour te compléter, cette méthode-là, elle est universelle pour votre organigramme. C'est important de comprendre qu'en tant que leader du marketing, responsable du marketing, utiliser cette méthode, ça va vous permettre de parler à tous les interlocuteurs et interlocutrices qui gravitent autour de votre poste et de ces enjeux dans votre entreprise en interne. Vous allez pouvoir donner de la projection à votre direction, donc entre guillemets, si elle a conscience que vous savez où vous allez et que vous lui communiquez ça, elle vous laissera plus d'autonomie dans les actions et vous serez entre guillemets plus serein et tranquille au quotidien pour générer du revenu. Mais pour embarquer les équipes que vous managez, c'est aussi un outil de management. Et je prends l'exemple de l'atteignable et du réaliste. Ça va vous permettre de bien briefer aussi et de donner du sens à vos équipes. Et on le sait tous, c'est ça qui fidélise aussi les talents sur le moyen long terme. Donc, c'est un outil managérial en plus que d'être un outil de business également. Alors, on va faire un petit jeu. J'enlève mon chapeau parce que j'ai chaud quand même. On va faire un petit jeu. Avec Clémence, on vous a listé 5 exemples ici. Certains sont des objectifs SMART de la bonne école, qui utilisent la bonne méthode, et d'autres sont incomplets, voire erronés. Alors, nous avons lancé 3 campagnes sur LinkedIn pour promouvoir notre gamme, en 1. En 2, nous avons développé notre communauté sur les réseaux sociaux. En 3, nous avons augmenté de 10% le nombre de followers actifs sur LinkedIn d'ici mars 2025 en publiant 3 posts par semaine. En 4, nous avons tout simplement augmenté les ventes. Et en 5, nous avons augmenté les ventes de notre gamme premium de 25% d'ici Q2 2025. La question est celle-ci. D'après vous, quels sont les objectifs qui sont SMART? Voilà, si vous devez nous donner les chiffres dans le chat, qu'est-ce que vous diriez? On va aller rapidement 10, 20 secondes pour que vous puissiez nous dire, selon vous, quelles sont les bonnes réponses. Avant de vous montrer concrètement comment nous, on fonctionne, on veut jouer un petit peu ensemble pour savoir ce que vous allez nous dire. Je pense que ça tape, ça va arriver. C'est en train de taper. Alors, on a Florian. Merci Florian de participer. 3,5. Elisa, 3,5. Smart, 3,5 pour Paula. Il y a un consensus qui est en train de se créer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Clémence, est-ce que tu peux donner la réponse? Eh ben, les gens sont très forts. Geoffrey aussi, 3,5. Effectivement, on est sur des personnes très fortes et déjà qui connaissent déjà la méthodologie SMART, je pense, ou sinon j'ai été très claire, parce que du coup, effectivement, c'est bien la 3 et la 5. Donc, la 3 et la 5 ont tous les attributs, donc sont spécifiques, sont atteignables, atteignables et réalistes. Ça, il faudrait le vérifier, parce que là, sans la donnée de l'équipe, on ne peut pas vérifier, mais on part du principe que ça a été vérifié et que du coup, c'est atteignable et réaliste. Et c'est bien temporel. Et la raison pour laquelle souvent les autres ne sont pas bonnes, c'est parce qu'elles ne sont pas temporelles déjà. Donc, par exemple, lancer 3 campagnes pour promouvoir la gamme, c'est pas temporel. Et puis, c'est pas très spécifique parce que du coup, c'est quoi les résultats attendus si on lance 3 campagnes? Parce que si on lance 3 campagnes, c'est bien, mais si elles ne marchent pas, ok, ben, c'est quoi les conséquences? Donc voilà, globalement, je ne vais pas passer sur tous, mais vous êtes tous très forts. Voilà, donc là, c'était pour la petite couche théorique. Merci pour avoir eu l'idée de ce petit jeu. Et puis voilà, 100% de bonnes réponses. On a des personnes initiées en face, donc on va pouvoir passer vraiment à l'aspect vision métier, les tendances marketing pour 2025. On en a identifié 6. Voilà, hein, c'est basé vraiment sur nous, notre pool de clients. On accompagne plus de 300 clients en B2B, donc on voit bien qu'il y a des tendances qui se dégagent. On voit bien aussi qu'il y a des résultats et des performances qui se dégagent aussi de certaines campagnes. Donc, on a essayé de centraliser tout ça. Donc, première chose, mine de rien, ça va être l'impact de l'intelligence artificielle. Vous devez toutes et tous commencer à l'utiliser, que ce soit par la génération de contenu, que ce soit par des requêtes spécifiques sur ChatGPT. Peut-être que vous êtes déjà en train de regarder d'un point de vue SEO comment positionner vos contenus sur SearchGPT et non plus uniquement sur
les résultats de recherche des moteurs comme Google. Et tout ça, vous avez raison de le faire. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'arrivée de l'IA pour la génération des contenus et le marketing nous amène vraiment à industrialiser notre création de contenu. Je vais utiliser un terme anglais, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est par rapport à la veille de tout, c'est important de l'avoir en tête. On parle de content factory, donc d'usine à contenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir réfléchir et mettre en place dans nos entreprises, parce que c'est vraiment notre volume de création de bons contenus face aux bonnes intentions de recherche qui va aller nous positionner sur des bonnes positions à la fois sur Google, mais aussi sur SearchGPT pour ceux et celles qui connaissent. Il va y avoir aussi, ça va être le maître mot de 2025, l'arrivée fonctionnelle d'agents IA. Donc là, on va pouvoir recruter des petits copains et des petites copines qui seront des intelligences artificielles pour nous soutenir dans nos efforts et dans notre métier. Donc ça va nous permettre d'être plus productifs au quotidien, d'élargir notre zone de compétences également. Je prends des exemples. Si aujourd'hui on est marketeur mais qu'on n'a pas de compétences en développement web, si on a besoin de créer des nouveaux modules sur une page d'atterrissage parce qu'on veut avoir une réassurance ou une preuve sociale spécifique à notre industrie, eh ben, la frontière va être de plus en plus fine. On va pouvoir le faire de plus en plus en autonomie grâce à ces agents et grâce à cette génération de contenu. Donc, voilà, il faut vraiment continuer de monter en compétences par rapport à ça. Il faut vraiment aussi faire sa veille outils assez finement. On donnera quelques exemples plus tard, mais comme vous le savez, on est partenaire et spécialiste de HubSpot et on le voit bien, le virage, il est déjà là, quoi. Donc, il y a ceux vraiment qui vont le prendre et qui vont étendre leur domaine de compétences et ceux qui ne le prendront pas. Et potentiellement, on peut être obsolète sur notre marché assez rapidement. Couplé à ça, il y a la notion de multiplication des canaux. Ça répond à l'enjeu d'industrialisation que j'évoquais sur le contenu juste avant. Aujourd'hui, les marques qui sont les plus plébiscitées et qui ont les meilleurs résultats en termes de génération de leads et de demandes, ce sont les marques qui adoptent la posture média. Donc un média, on va bien évidemment parler de nos thématiques spécifiques, cibler nos personas de la même manière, mais on va créer un format de contenu beaucoup plus étoffé qu'avant. On va pas juste se contenter d'un blog et de quelques réseaux sociaux. On va aller exploiter des formats comme de la vidéo, du podcast. On va rajouter du coup de l'audio et puis on va interconnecter tous ces contenus-là. On va rajouter par-dessus nos générateurs de leads, nos lead magnets, avec une notion d'interactivité, de personnalisation. Et c'est vraiment ça qui est tendu. Aujourd'hui, les gens vont au choix suivre des personnes, donc des influenceurs sur des niches spécifiques ou des médias et non plus uniquement des logos comme c'était le cas historiquement. Donc, faites déjà le pivot, anticipez cette notion de médias, c'est important. Vous pouvez les regarder sur notre site internet. Nous, on n'est plus uniquement sur un blog. Clémence pourra en parler. On est vraiment aussi sur cette posture média-là. Donc, vous pouvez regarder un petit peu comment on s'y prend. On a vu cette année déjà avec ce virage opéré ce que ça a donné en génération de leads et en éducation chez nos clients. On est assez bien lotis. Et puis, il y a également un dernier enjeu qui correspond aussi aux attentes de nos personas. Donc, en fait, il y a une sorte de surcouche d'attente qui est homogène et identique par rapport à chacun de nos business. Vous pourriez être dans l'agroalimentaire, vous pourriez être un logiciel SaaS, vous pourriez être une société de service. Et ben, en fait, cette surcouche va être un petit peu identique. C'est-à-dire qu'il va falloir donner des informations et des curseurs d'image de marque à nos cibles qui prennent en compte la transparence vis-à-vis des enjeux de l'entreprise. Donc RSE, éthique, environnemental, ça peut être aussi sociétal. Tout ça, c'est extrêmement important et c'est le curseur qui permet le plus facilement de se distinguer, se différencier par rapport aux concurrents de son marché. Rajouter à ça la notion d'hyper-personnalisation. On ne veut plus être un simple numéro de devis quand on arrive à l'étape d'avant-vente. On veut vraiment être reconnu par rapport à notre singularité personnelle, à la singularité de nos équipes. Donc voilà, l'humain prime bien avant le business, quand bien même on est dans des enjeux B2B. Donc tout ça, si vous voulez y répondre, retenez virage IA pleine balle, retenez adoption de la posture IA et retenez industrialisation de la création de vos contenus. Clémence, tu veux rajouter quelque chose? Si je te complète un petit peu, effectivement, j'avais rajouté, on est majoritairement une cible B2B aujourd'hui, mais j'ai quand même rajouté le TikTok Shop
qui arrive en France, qui va arriver en 2025 en France, qui va totalement révolutionner le e-commerce. On le voit déjà aux États-Unis, parce que TikTok Shop est déjà accessible aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est démentiel, les ventes sur TikTok. On n'aura plus besoin d'avoir des sites e-commerce. Tout passera sur TikTok Shop, une grosse partie. En tout cas, surtout si l'audience est jeune et correspond à la cible TikTok, il n'y aura plus besoin d'avoir son propre e-commerce. Donc, il y aura des frais qui vont être un peu diminués, etc. sur cette partie-là. Enfin bref, il faut vraiment suivre cette partie-là pour les e-commerce, parce que vraiment, ça va tout changer. Et je voulais faire un petit point aussi influenceur, parce que à partir du moment où on parle d'influenceur, souvent, quand on parle de ça à une marque B2B, on nous dit mais oui, mais ça c'est pour le B2C. Mais pas du tout. En fait, aujourd'hui, le placement influenceur, ça arrive de plus en plus dans le B2B aussi. On a des influenceurs maintenant qui sont des influenceurs business. On le voit notamment beaucoup sur LinkedIn, mais ça prend une place de plus en plus importante et il ne faut pas le négliger. Et parfois, faire appel à un influenceur pour du B2B, et ben, ça peut être hyper efficace comme stratégie. Donc à ne surtout pas négliger, parce que ça devient vraiment aussi un incontournable. Et plus ça va aller, plus ça va être comme sur du B2C, l'influence marketing, ça sera au même titre sur les deux niveaux. Ouais, c'est déjà présent effectivement. Deux exemples, Caroline Mignot et par exemple ses collaborations avec HubSpot, mais aussi Enzo Colucci qui lui va être un spécialiste du cold call et de la performance commerciale, qui collabore par exemple avec un logiciel qui s'appelle Full Enrich et qui permet de faire de l'enrichissement complémentaire sur vos contacts, sur vos leads dans vos CRM. Donc effectivement, c'est déjà présent, c'est déjà ancré, c'est déjà en cours. Et tu as raison, Clémence, de souligner qu'il y a beaucoup de codes B2C qui arrivent tels quels sur le B2B et qui sont à exploiter. Exactement. Les autres tendances marketing qui arrivent, plus étranges, les cadeaux clients. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, il y a eu une disparition un peu des cadeaux clients. C'était plus quelque chose qui se faisait, c'était très rare d'en recevoir. Et l'année 2024 a été assez étrange, parce que quand on regarde les budgets, donc des études qui ont été faites sur les budgets qui ont été dépensés par les équipes marketing, on se rend compte que les cadeaux clients reprennent une place très importante dans le pourcentage du budget total des équipes marketing. Donc on revient sur les cadeaux personnalisés, ou même pas forcément personnalisés, juste le fait d'offrir un cadeau pour augmenter les taux de close. Et d'ailleurs, ça peut être client ou pas, et ça peut être prospect d'ailleurs, puisque du coup, on peut recevoir des cadeaux maintenant pour quand on est prospect, pour essayer d'encourager à la vente. Donc le cadeau client, ça va ou prospect, ça va augmenter les taux de closing, ça va réduire aussi potentiellement les temps de closing. Ça va réduire les coûts par MQL, donc parce qu'en fait, ça représente un coût, mais si ça réduit le temps pour la vente, forcément, ça réduit le coût aussi au total. Et du coup, ça va augmenter le ROI. Voilà. Donc, si vous devez retenir un truc, faites des cadeaux à vos clients, à vos prospects. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont d'ailleurs en train de se développer sur ce secteur. On a notamment, par exemple, le Jeudi Merci qui fait beaucoup de bruit sur ce sujet-là, parce qu'en fait, ça permet d'automatiser l'envoi de cadeaux à ses clients ou prospects. Donc, c'est très pratique. Jeudi Merci, Panoply aussi. Panoply, ouais, il y en a d'autres. Je ne sais pas tous les noms, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc, renseignez-vous sur cette partie-là. C'est à prendre en considération dans vos budgets 2025. Ouais, pour te compléter, donc ça s'appelle du gifting, si vous voulez le terme anglais, pour faire votre veille aussi sur des contenus anglo-saxons. Ça s'explique assez facilement, ce retour à la notion de cadeau. Comme vous le savez, nos boîtes mail, elles sont saturées. On décroche de moins en moins au téléphone quand des entreprises font des actions outbound, donc de prospection sur nous. Et notamment, on a beaucoup d'entreprises B2B qui ne vont pas avoir une approche marketing inbound, c'est-à-dire généraliste et transversale sur leur marché, mais qui vont plutôt fonctionner au compte clé. Donc, vous savez, c'est de l'ABM, Account Based Marketing. Et en fait, pour aller se distinguer dans les prises de contact, dans les organigrammes de manière spécifique, la notion de cadeau en avant-vente est déjà de plus en plus prise en compte. Donc ça, c'est pour le côté marketing et prospection. Mais il y a aussi sur l'aspect fidélisation, où on peut très facilement raccorder la notion de reconduction de contrat ou de vente additionnelle à une stratégie de gamification.
Donc, c'est-à-dire, si vous, grosso modo, hein, si vous dépensez plus chez nous ou si vous nous faites de plus en plus confiance, vous débloquez des paliers et ces paliers-là déclenchent des cadeaux personnalisés. Ça peut être des goodies de l'entreprise ou plus. Et ça, en B2B, c'est quelque chose qui est assez estimé et pris en compte aujourd'hui par rapport à ce que je vous disais sur la slide juste avant. On ne veut pas être uniquement un numéro sur un devis, on veut être considéré en tant que personne. Et donc, ça fait toujours plaisir de recevoir de la part d'un fournisseur ou d'un partenaire des cadeaux pour moi et mon équipe notamment. Donc, c'est vraiment loin d'être gadget, c'est assez puissant. Et du coup, l'autre tendance, c'est le snack content. Donc, je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde. C'est les contenus courts, globalement. Donc ça se rattache un peu à ce que tu disais tout à l'heure avec la posture média, mais ça se complète parce qu'en fait, ce que les personnes veulent maintenant, c'est des contenus qui sont rapides à lire, à écouter, etc. En gros, c'est je veux des infos, je veux apprendre, mais je veux apprendre vite et je veux aller vite. Et je veux pas passer 3 plombs à lire un article. Voilà. Donc, il y a des études là, qui ont été menées en 2024 et d'autres plus anciennes, mais la tendance se confirme vraiment. On veut des articles courts, on veut des vidéos, notamment un peu sous le style d'Instagram, donc 45 secondes. On veut des cas clients très rapides, même en vidéo, tu vois, 2 minutes de vidéos de cas clients, etc., pour retenir juste l'essentiel. L'idée, c'est que on est de plus en plus sur nos téléphones et sur nos téléphones, on swipe très vite, on va très vite. Donc, il faut s'adapter à ça. Et donc, les marques qui ne font que des contenus très longs, c'est pas hyper recommandé. Alors, si à la base, vous faites que des contenus très longs, ce que nous, on recommande, c'est prenez votre contenu très long et découpez-le. Faites-en des petits morceaux. C'est-à-dire, si vous avez, je sais pas, une grosse étude, vous allez faire des petits découpages avec un tout petit contenu qui parle d'une partie de l'étude ou une vidéo qui va parler de l'étude, etc. Si votre culture, c'est les gros contenus, c'est bien, mais du coup, pour pouvoir le pousser plus facilement, découpez-le en plus petits contenus. En plus, comme ça vous fait du recyclage, ça vous fait plein de contenus en plus. Bref, c'est que du bonus. La dernière tendance, c'est la centralisation des données et des outils. En fait, notamment, ça se rattache à ce que Simon vous a dit sur la partie outils IA. En fait, on va avoir de plus en plus d'IA et de plus en plus d'outils dans nos vies, que ce soit perso ou pro. Hein, c'est un peu le cas des deux côtés. Et en fait, au bout d'un moment donné, on a des outils de partout, à droite, à gauche, et puis on s'y retrouve pas. Donc, c'est bien d'avoir plein d'outils, mais ce qui est important, c'est de centraliser les données à un moment donné, à un endroit. Donc nous, moi évidemment, je vais vous pousser HubSpot qui permet de centraliser tout. Donc moi, par exemple, j'ai toutes mes données de tous mes réseaux sociaux qui remontent sur HubSpot. Je vais avoir toutes mes données d'autres outils qui vont remonter sur HubSpot. Et en gros, ma base, ce que je regarde, c'est HubSpot. J'ai toutes mes données là. Je peux tout analyser à cet endroit-là, malgré tous les outils différents qu'on va pouvoir utiliser pour le marketing de Make the Grade. Donc c'est vraiment centralisé. C'est pas forcément HubSpot, c'est pas forcément un CRM, ça peut être n'importe quelle plateforme, mais il faut que vous ayez toutes vos données qui remontent sur une seule plateforme qui vous permet d'analyser et de vérifier que vous êtes dans la bonne direction. Et ça peut être du coup par du développement d'API ou des connexions natives entre des outils. De toute façon, vous allez voir, les outils font de plus en plus de partenariats justement pour faire des intégrations natives. Donc, ça devient la norme pour éviter de s'éparpiller trop sur différents outils. Ouais, voilà. Donc ici, on n'est pas sur une nouvelle tendance, on est sur une tendance reconduite, parce que les enjeux de centralisation des données, des outils et des équipes, c'est là depuis quelques temps et quelques années maintenant. Et juste retenez bien ça, aujourd'hui, on vit dans un monde tellement parfait que quand on a un besoin d'un logiciel, il suffit de taper une requête sur Google et vous avez 10 outils qui sont listés, et puis, entre guillemets, il n'y a plus qu'à choisir. Il faut faire attention à cette facilité dans l'accès à des nouveaux outils, parce que il faut vraiment se poser bien la question, est-ce que l'outil que je vais sélectionner pour mon besoin personnel, dans le besoin personnel de mon équipe, va s'inscrire dans une logique d'écosystème d'outils qui va servir à tous. Donc, si je suis au marketing, il faut que ça puisse aussi impacter le bon travail des collègues au commerce et des autres collègues éventuellement sur le support client. Et là, tout de suite, ça amène une autre approche. Ça permet aussi de mieux maîtriser ses coûts pour pas dépenser une tonne de revenus dans les coûts logiciels. Donc,
Ça, c'est un sujet vraiment dédié aux revenus opération aussi. Soyez attentifs à ça, l'homogénéité de votre écosystème d'outils tiers. Donc toujours dans la continuité des tendances qu'on vient de vous expliquer, comment vous allez pouvoir les intégrer donc par rapport aux objectifs SMART qui est le sujet du jour. Donc prioriser les budgets et ressources vers des canaux numériques à forte conversion. Donc ici, il faut vraiment aller déjà distinguer quelle est votre approche marketing. Est-ce que vous allez viser le marché, on a dit, en transversalité avec une logique inbound? Quid de l'acquisition payante? Sur quel support? Est-ce que je vais aller faire de la génération de leads en allant proposer un contenu premium sur LinkedIn? Est-ce que je vais faire du Google Ads, etc., etc. Ou est-ce que je ne vais pas aller chercher une transversalité dans mon marché? Est-ce que je vais plutôt aller sélectionner des comptes et aller chercher les bonnes personnes, les bons décideurs au niveau de l'organigramme? Donc là, tout ça, ça dépend forcément de vos paniers moyens. Ça dépend aussi de vos clients idéaux d'un point de vue personne morale et des multidécideurs nécessaires à l'acquisition de vos services et de vos produits. Ce qu'on vous recommande, c'est encore une fois, c'est de vous orienter de plus en plus vers l'IA pour la production de vos contenus. On le sait que pour vous et pour vos équipes, c'est ce qu'il y a de plus chronophage. On quitte quand même le côté l'IA générative avec des petits prompts. Fait un contenu hyper généraliste et à faible valeur ajoutée. Si c'est bien prompté, si les équipes sont bien sensibilisées, on arrive quand même à faire des choses on ne peut plus performantes pour l'humain, mais aussi pour se référencer sur les moteurs de recherche. Donc, notre conseil reste le même là-dessus. Restez attentifs. Si vous êtes sur du HubSpot notamment, regardez, activez les contenus IA déjà d'une première part, et puis regardez dans le Content Hub et également dans le Marketing Hub ce qui se fait. Il y a de belles choses. On fera un sujet dédié à l'IA, notamment dans le webinaire de janvier avec notamment François Platard, qui est le responsable HubSpot for Startup de France. Donc tout ça, si ça vous intéresse, avec des cas pratiques pour le quotidien, c'est à ce moment-là qu'on montrera nous ce que l'on fait déjà, ce qu'on a déjà industrialisé chez Make the Grade et chez nos clients. Tout à fait. Et du coup, dans les autres éléments du coup à intégrer, vous avez l'analyse des données. C'est ce que j'avais commencé à évoquer quand je parlais de centralisation des données. Donc l'idée, c'est de centraliser ces données. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes vos décisions doivent reposer sur la donnée. Prendre des décisions à ce qu'on appelle le doigt mouillé, ça marche plus vraiment. Aujourd'hui, on est dans un monde où, comme on disait, les gens veulent de l'ultra-personnalisation, veulent se sentir uniques. Et donc, pour ça, forcément, ça va passer par de la data pour comprendre vos utilisateurs et pour leur proposer quelque chose qui va être au plus proche de ce qu'ils attendent. Donc l'idée, ça va être centraliser la data pour pouvoir l'analyser le plus finement possible et identifier du coup les canaux qui fonctionnent le mieux. Donc selon votre business, ça peut être totalement différent. Déjà entre le B2B et le B2C, on voit bien que ce n'est pas les mêmes canaux. Et même entre B2B et B2B, il y a des canaux totalement différents qui peuvent fonctionner. Donc il faut que vous trouviez votre canal, celui qui fonctionne, enfin vos canaux, canaux, pardon, il peut y en avoir plusieurs, évidemment. Il y en a jamais, c'est très rare qu'il n'y en ait qu'un seul. Sur les business très très nichés, il peut, mais c'est possible. Mais globalement, il y en a souvent plusieurs. Donc trouvez vos canaux et trouvez la manière dont il faut que vous parliez à votre cible pour réussir à les toucher. Donc voilà, il faut vraiment analyser et itérer. C'est pas grave de faire des erreurs. Le but, c'est comme je disais, plus vous allez être sur des timings assez courts avec des objectifs qui vont être assez rapprochés, plus ça va vous permettre si ça marche pas, changer de stratégie. C'est pas grave. Si vous avez prévu une stratégie pour tout 2025 et puis qu'en fait vous vous rendez compte que votre stratégie elle marche pas, c'est pas grave, il vaut mieux se dire ok, on rechange. On avait voulu tester ça n'a pas marché, on change maintenant avant d'attendre toute l'année pour se rendre compte à la fin de l'année que ça n'a pas marché. Donc voilà, il faut faire des tests. Moi, par exemple, pour la petite histoire, si je vous raconte un petit peu, j'ai prévu de faire des tests j'en ai déjà fait sur la fin d'année sur LinkedIn Ads.
Du coup, j'ai mis du budget pour 2025 pour pousser ces tests et pour aller plus loin. Même si aujourd'hui, les tests que j'ai faits en décembre n'ont pas été très concluants, en novembre, n'ont pas été très concluants. Mais je pense qu'en itérant, je peux continuer à y arriver. Mais si je vois qu'à la moitié de l'année, voire un peu moins vers mai, ça n'a toujours pas pris, bon, bah, je vais remettre ce budget ailleurs, je vais retrouver une autre stratégie. J'ai voulu tester, on verra si ça marche ou pas. Et puis ensuite, on vous a parlé tout à l'heure de communiquer de manière authentique sur vos actions écologiques et sociales. J'insiste sur le authentique, c'est-à-dire que si votre entreprise n'est pas écologique ou n'a pas d'éléments sociaux particuliers, ne dites rien. Il vaut mieux ne rien dire que de potentiellement faire du greenwashing, par exemple, qui s'il est détecté, ça peut très vite finir en bad buzz. Donc on évite le bad buzz et on prend la parole si on a des convictions très fortes. C'est très bien, ça va jouer en votre faveur. Si vous ne dites rien, ça ne va pas forcément jouer en votre défaveur. C'est dire quelque chose qui n'est pas la vérité qui pourrait jouer en votre défaveur. Donc on communique de manière authentique sur les actions qu'on met en place. Nous, ça nous arrive souvent chez MTG de communiquer sur des choses qu'on met en place, qui sont des choses qui sont en place dans notre entreprise au jour le jour et qui sont des actions auxquelles on tient et où on va éduquer tous nos salariés pour bien respecter ces actions. Ouais, donc des conseils opérationnels par rapport à ça pour votre marketing. On parlait de la posture média. En fait, c'est comme s'il vous fallait deux médias complémentaires, un dédié à vos personas et vos clients idéaux, et un dédié à la société, à vos talents potentiels, à vos talents actuels que vous voulez fidéliser, etc. Et c'est important. Et sur le côté talent, quand on indique et on vous recommande de rédiger un manifeste, c'est ce qui est marqué juste ici, utiliser les techniques liées à la rhétorique, expliquer pourquoi travailler avec votre entreprise et votre marque, c'est une opportunité. Pourquoi c'est quelque chose qui est accessible, facile à atteindre et à activer, et en quoi c'est quelque chose qui est moral. Si vous arrivez à le raccorder à vos spécificités marché, c'est des éléments qui fonctionnent très très bien, que vous pouvez mettre sur le site internet directement sur des pages du style Qui sommes-nous, notre approche, ou que vous pouvez aussi rajouter sur les pages entreprises de votre LinkedIn. LinkedIn, je ne sais pas si vous le savez, mais sur vos pages entreprises, gratuitement, vous pouvez pousser jusqu'à 3 enjeux sociétaux, notamment. Donc, allez-y, faites-le. Là aussi, allez regarder la page Make the Grade, on a tout poncé le sujet. Et en général, quand on est en pré-recrutement avec des talents, ils nous en parlent. Donc, ça veut dire que c'est lu et compris. Et juste pour terminer sur cet aspect de tendance, il y a aussi l'état d'esprit à avoir. Il faut bien avoir conscience que par rapport à l'intelligence artificielle, on va quitter la posture de il faut tout savoir. Il faut avoir une culture généraliste marketing la plus complète et 360 possible pour plutôt pivoter sur le tout apprendre. Donc, il va falloir que l'on maîtrise et qu'on se développe des systèmes à l'aide d'outils, de réflexes, d'habitudes, pour que l'information vienne beaucoup plus facilement à nous ou qu'on puisse transférer les bonnes informations à nos équipes. Donc, ça vous permettra vraiment de quitter ce côté incertain, parce que, comme vous l'avez compris, il faut lancer de plus en plus de campagnes sur de plus en plus de canaux, et il faut vraiment tester puissance grand V. Donc, l'IA permet d'embarquer dans ce virage-là, mais du coup, il faut être à l'aise avec ce côté test and learn, un petit peu sous testostérone. Donc, voilà, développez-vous l'état d'esprit de savoir tout apprendre et amener la bonne information à vous. Vous n'en sortirez que plus performant d'un point de vue marketing. Donc, tout ça, c'était pour la partie théorique. On va passer à la partie pratique. On peut aller assez vite. On vous a mis quelques exemples d'objectifs. On va commencer par l'acquisition. Je te laisse embrayer, Clémence. On va parler de quels sont les bons exemples d'objectifs SMART pour augmenter le nombre de leads provenant du site web. Ouais, du coup, évidemment, vous êtes très fort. Je ne vous détaille pas pourquoi augmenter le nombre de leads provenant du site web, ce n'est pas du tout SMART. Et on va plutôt se concentrer sur la version SMART de cet objectif. Donc, la version SMART qui serait augmenter de 2% le taux de conversion du site pendant les 3 prochains mois
grâce à l'identification des personnes sur le site via un formulaire de contact pour obtenir un contenu gratuit. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je voulais le dire tout à l'heure, sur les objectifs SMART, ce qui va être très important, c'est aussi de pas les rendre, tellement, serrés que, enfin tellement spécifiques que du coup, vos équipes n'ont plus de marge de manœuvre pour avoir de la créativité. Ça c'est le risque avec, les objectifs SMART, c'est que ce soit trop spécifique et du coup, bah, vos équipes, elles ont juste à appliquer ce que vous avez demandé, sans réfléchir et sans amener leur créativité et leur part d'idées. Là, ici, on voit que du coup, le but, c'est d'augmenter les taux de conversion. La piste qui est priorisée, c'est avoir des contenus téléchargeables pour que les personnes s'identifient en téléchargeant le contenu via un formulaire. Mais du coup, ça laisse quand même une possibilité puisque, OK, comment je rends accessibles ces formulaires sur mon site? Est-ce que je fais des pop-up? Est-ce que, en fait, je veux attirer du trafic, par exemple, par les réseaux sociaux sur mon site grâce à ces contenus téléchargeables? Ça laisse quand même une énorme possibilité. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que les gens remplissent des formulaires pour télécharger des contenus, ce qui va me permettre de les avoir dans mon CRM et ensuite de les faire travailler par mes sales. Mais comment? Le comment exactement, il n'est pas tellement défini, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc là, bah, ça va être à vos équipes de travailler, de réfléchir, OK, qu'est-ce que nous, on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on pense qui peut fonctionner? Est-ce que ça peut être une combinaison de plusieurs choses? Est-ce que ça peut être les réseaux sociaux, donc j'attire par les réseaux sociaux, en mettant un post très, sexy, sur, mon lead magnet avec, aussi une pop-up sur tout mon site, qui va, pousser au téléchargement de ce lead magnet et puis il y a d'autres, solutions. Là, je vous en donne que 2, mais il y en a, multiples d'autres. Donc voilà, l'idée, c'est aussi, attention, pas trop spécifique non plus. Laissez vos équipes réfléchir et trouver la créativité et vous proposer des idées parce qu'il y a aussi des idées que vous n'aurez pas. C'est normal. On ne peut pas, en tant que directeur marketing, CMO ou responsable marketing, avoir toutes les bonnes idées. Heureusement, on a des idées, on a des pistes, mais nos équipes ont des super idées. Donc il faut laisser cette créativité et ces idées parler. Sur la notoriété, donc pareil, je vous fais pas le pourquoi c'est pas smart, mais augmenter la notoriété de la marque, c'est pas smart. La version smart de cet objectif, ce serait donc d'augmenter de 20% le nombre de mentions de notre marque sur LinkedIn d'ici la fin du prochain trimestre, en publiant 3 contenus engageants par semaine et en collaborant avec 2 influenceurs de notre secteur. Là, je laisse à mes équipes le choix de choisir les influenceurs qui leur paraissent le plus pertinents et je leur laisse le choix de trouver les contenus qu'ils vont considérer comme engageants, enfin, qu'ils pensent qu'ils vont être engageants, pour réussir à atteindre les objectifs d'augmentation de 20% du nombre de mentions de la marque sur LinkedIn. Et pour suivre les mentions sur LinkedIn, bah, il y a plein d'outils qui existent. Vous avez des outils qui peuvent par exemple, je pense à Mention, qui est l'outil le plus connu puisque c'est leur nom, c'est Mention. Mais vous en avez plein d'autres qui fonctionnent très bien. Ou sinon, après, ça peut être aussi tout simplement à partir du moment où vous êtes tagué, normalement, vous pouvez faire remonter cette information assez facilement et comptabiliser le nombre de mentions. Donc, ça peut être suivi facilement. Idéalement, on fait remonter ce suivi dans un tableau de bord avec tous les autres objectifs pour pouvoir vérifier qu'il est correctement suivi. Donc là, ce qui est intéressant avec ce genre de résultat dans l'aspect smart, c'est que quand Clémence présente ça à moi et mes associés, eh ben, on parle le même langage, quoi. C'est-à-dire que ça aide vraiment à se projeter. On sait le pourquoi, on l'a bien évidemment par définition. On veut maintenir nos rentabilités, gagner des nouveaux clients, patati patata. Bon, ça, c'est du traditionnel. Mais le comment, il est beaucoup plus fin, en fait. Et si la compréhension est bonne, l'alignement sera le plus fluide aussi pour le déploiement annuel, quoi. Donc, toujours dans cet enjeu d'alignement, on a voulu aussi montrer un exemple d'alignement entre le marketing et les ventes. Donc, on est parti d'un objectif lié à la fidélisation, donc augmenter la fréquence des achats de nos clients existants. Là, évidemment, on est sur l'objectif macro cible. D'un point de vue smart, ça donnerait ceci: augmenter de 15% le taux de réachat des clients existants dans les 6 prochains mois
en mettant en place un programme de fidélité, en sachant que vous pouvez bien évidemment partir de cette base généraliste pour l'adapter en fonction de certaines typologies de clients basées sur une verticale propre, par exemple. Ça peut être aussi depuis votre mix produit. Nous, par exemple, on a plusieurs services. On fait du CRM, on fait des refontes de sites et on fait des campagnes marketing. Pour faire simple, on pourrait très bien dire, OK, on va le faire uniquement sur les segments de nos clients qui font du CRM avec nous, mais qui ne font pas aujourd'hui d'acquisition marketing. Et c'est en ayant ce niveau de finesse qu'on est capable de mieux piloter les campagnes à côté et de scotcher, comme je le disais en introduction, les enjeux efforts marketing avec ceux des ventes. Et ça, pour vous le présenter, c'est ce que l'on fait avec l'équipe de Clémence et l'équipe commerciale à côté, et ça fonctionne très, très bien. Tu vois, c'est bien. Ouais, je complète juste sur la partie. Donc, cet objectif, ce qui est intéressant, c'est que c'est un objectif qui ne peut pas être réussi que par l'équipe commerciale ou que par l'équipe marketing. Ce qu'on voit, c'est que du coup, la partie réachat, normalement, le pourcentage de réachat, c'est plutôt un objectif sales qu'on va normalement donner à l'équipe sales. Mais d'un autre côté, là, ça dépend totalement de l'équipe marketing puisque le programme de fidélité va être mis en place par l'équipe marketing. Donc, si les deux équipes ne travaillent pas main dans la main, leur objectif, il ne sera pas atteignable. Donc là, ça force l'alignement sales marketing, ça les force à travailler ensemble, ça les force à regarder dans la même direction, puisque si l'un ou l'autre travaille, l'objectif ne sera pas atteint. Tout à fait. Et toujours dans cette ambition d'alignement, ici on a voulu donner un exemple via l'outbound. Donc là, on entend par outbound tout ce qui est action de prospection sortante, où on est dans une approche dite intrusive, c'est-à-dire que le prospect derrière n'attend pas notre appel ou potentiellement n'a pas conscience de sa problématique. Donc, c'est un canal qu'il faut avoir, c'est un canal qu'il faut traiter. C'est pas vraiment le plus facile à adresser, mais il est tout aussi important que les actions marketing. Et d'ailleurs, on va s'appuyer et utiliser sur les contenus marketing, des cas clients, des articles de blog, des replays de webinaires comme celui-ci ou que sais-je, pour pouvoir étoffer ces modèles de séquences avec les notions d'email, etc., pour que on puisse aligner la valeur ajoutée aux enjeux de la verticale que l'on adresse. Donc là, l'enjeu, c'est d'augmenter le nombre de rendez-vous commerciaux qualifiés par semaine. Donc, comment le marketing peut influencer cette réussite quand ce sont des personnes qui passent des calls sortants et qui envoient des mails à froid. Eh bien, voici la bonne pratique que nous vous recommandons et qui fonctionne bien pour nous. Augmenter de 15% les rendez-vous commerciaux d'ici fin juin 2025 grâce à une campagne de nurturing sur HubSpot ciblant les prospects avec un score de plus 75. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place notamment en interne. Donc Clément, je peux te laisser traduire la partie marketing, ce que ça représente, et puis moi, je pourrais expliquer l'impact que ça a aujourd'hui sur ceux qui prospectent chez nous. Oui, du coup, la campagne nurturing, elle est intéressante. C'est en fait à chaque fois qu'une personne va atterrir dans votre CRM, donc par X ou Y moyen. Donc, ça peut être quelqu'un qui a téléchargé un de vos contenus, quelqu'un qui s'est abonné à votre newsletter, quelqu'un qui s'est inscrit à un webinaire comme aujourd'hui. Vont rentrer toutes ces personnes dans un nurturing. Donc, ça va être une succession d'emails. Pour nous, c'est une succession d'emails. Après, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être d'autres canaux selon quels canaux utilise votre cible. Nous, du coup, c'est une succession d'emails qui va en fait vous accompagner tout au long de votre parcours d'achat. Et à partir d'un certain moment, à partir d'un certain nombre d'interactions avec nous, à chaque interaction, vous avez un score qui vous est donné. Et à partir d'un certain nombre d'actions, du coup, on définit que le score est assez élevé pour que le lead soit travaillé par l'équipe commerciale. Et donc, on fait une passe décisive à l'équipe commerciale. Alors exactement, nous, c'est une équipe BDR chez nous, pour que du coup, ils contactent la personne et voient s'il y a potentiellement un projet. Puisque la personne a beaucoup interagi avec nous, potentiellement, il y a quelque chose à aller chercher. Et quand cette passation se fait entre le marketing et le BDR, donc la personne qui prospecte chez nous, on contextualise l'opportunité identifiée et notamment on va lui apporter à ce BDR-là toutes les informations clés nécessaires au contexte qu'il va adresser. Donc on va y redistinguer l'ICP, donc le type de personne morale qu'il doit adresser, c'est quoi le nombre de collaborateurs, c'est quoi le secteur d'activité, c'est quoi potentiellement
les intérêts identifiés par rapport aux précédents contenus qui ont été téléchargés. On voit bien qu'il y a des dominantes. Est-ce que ça parle d'intégration CRM? Est-ce que ça parle de refonte de site d'un point de vue conversion? Est-ce que ça parle d'acquisition de leads et de demandes? Et on va aussi donner le contexte sur le persona identifié en tant que tel. On est capable, lorsqu'on fait cette passation, de distinguer, OK, quel est le rôle de la personne dans l'entreprise, depuis combien de temps, est-ce que sa business unit est en évolution, est-ce que c'est une nouvelle business unit, quel est l'organigramme interne dans l'entreprise. Donc, tout ça, c'est important et vous imaginez bien que c'est confort pour le BDR de récolter ces informations-là pour ensuite aller adopter la bonne approche multicanal. Donc, à côté de ça, on a créé de nombreuses séquences. Donc, une séquence, c'est une série d'actions automatisées pour aller chercher du rendez-vous et on les a personnalisées par rapport à chaque ICP, donc les personnes morales, et chaque persona dans cette ICP. Donc après, c'est juste un puzzle. Le BDR est capable de dire, OK, par rapport à ce contexte qui m'est transmis, c'est cette séquence-là type et généraliste que je dois utiliser et ça nous permet d'affiner nos messages sur les bonnes verticales, d'affiner nos messages sur les bonnes problématiques liées à ce job et à ce secteur d'activité. Et c'est à l'intérieur de ces contenus de séquences dans lesquels il y a de l'email où on va intégrer les bons cas clients, notamment, voilà, en sachant que dans les séquences, on rajoute aussi tout ce qui va être téléphone, tout ce qui va être LinkedIn, tout ce qui va être message vocal, WhatsApp, etc. Afin vraiment de pouvoir encercler l'intention de la bonne manière. Donc comme ça, vous avez les tenants côté effort marketing et les aboutissants côté action, activation commerciale. Et aujourd'hui, c'est assez fonctionnel. Grosso modo, sur nos séquences, sur nos taux d'ouverture d'email, on est passé de stats qui étaient très moyennes. On était à du 8% d'ouverture à du 20-25% d'ouverture pour du 30-40% de taux de clic sur nos contenus. Donc, la maturation et l'éducation des problématiques est beaucoup plus importante. Et puis, globalement, pour terminer sur un dernier cas concret, voilà, on a voulu rajouter un petit indicateur revenu opération en parlant de NRR. Donc, ça, si vous ne le connaissez pas, c'est un petit peu la KPI, la statistique pour les gouverner toutes et tous. C'est le Net Revenue Retention Rate. C'est en gros, c'est le calcul de votre revenu généré d'une période à une autre. Donc, ça nous paraissait important de terminer par ça parce que quand vous arrivez à bien la mesurer via vos tableaux de bord dans HubSpot notamment, ça veut dire que vous êtes capable de voir, de faire l'addition, on va dire, à la fin d'un trimestre ou d'un semestre ou au mois en fonction de ce que vous voulez suivre, de voir l'addition entre le volume de nouveaux business qui est rentré, de voir aussi le volume sur cette même période-là de vente additionnelle, mais aussi d'enlever les revenus qui ont été perdus parce que des clients nous ont quittés ou parce qu'ils ont une année 2024 un peu plus compliquée, ils ont dû réduire leur abonnement ou leurs enjeux. Voilà. Donc, c'est très apprécié pour les logiciels SaaS, mais ça s'adapte aussi à d'autres secteurs d'activité. Donc, voilà, un exemple d'objectif SMART basé sur cette statistique qui est fortement plébiscitée, plutôt que dire il faut réduire le churn du client, ça donne ceci: atteindre un net revenue rate de 110% au deuxième trimestre 2025 grâce à une stratégie de vente additionnelle sur tous les comptes sur les niveaux de pricing de tel acabit. Voilà, ça c'est vraiment si on voulait rajouter un objectif SMART qui remet l'église au centre du village. Donc c'est un objectif SMART revenu opération qui va parler autant au marketing, aux commerciaux, que au support client, que à la direction. Donc là, c'est carton plein si je puis dire. Important que vous ayez cette notion-là. Même chose si ça ne vous parle pas, c'est des éléments qu'on peut creuser ensemble. N'hésitez pas à nous contacter quand on vous enverra le mail de suivi avec le replay. On va rapidement finir sur la mise en œuvre et le suivi. On passera aux questions-réponses dans la foulée. Clémence, qu'est-ce que tu recommandes aux leaders du marketing qui nous regardent pour déployer cette stratégie d'objectif SMART? Ouais, la première étape, c'est analyser, encore une fois. Donc, il faut analyser notre année passée. Donc, moi, quand j'ai récemment fait mes objectifs, j'ai regardé tout ce qu'on avait fait en 2024 et puis j'ai regardé ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. En fait, on apprend plus de ce qui n'a pas marché que de ce qui a marché. Donc, c'est pas grave d'avoir échoué à certains moments.
et en fait, tout ce qui compte, c'est de capitaliser là-dessus. Et donc, on regarde ce qu'on a fait et puis on regarde du coup ce qu'on veut maintenir dans le même état parce que c'était bien, les résultats sont satisfaisants. Ce qu'on veut améliorer, c'est-à-dire que les résultats étaient là, mais pas suffisants, donc on veut améliorer. Et ce qui n'a pas marché. Et donc, est-ce qu'on essaye une autre manière de faire ou est-ce que tout simplement on abandonne pour faire autre chose, totalement autre chose. Donc voilà, d'abord commencer par je me pose sur mon année, mes chiffres et j'analyse en profondeur. Ensuite, du coup, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, on fait le tri, on décide ce qu'on optimise, ce qu'on n'optimise pas, ce qu'on lâche pas, ce qu'on rajoute, ce qu'on innove. Donc, il faut toujours rajouter un peu d'innovation. Enfin, de toute façon, il faut toujours enlever des choses pour pouvoir innover. Parce que normalement, si vous êtes une équipe marketing assez classique, vous êtes tout le temps plein, vous n'avez pas de place pour autre chose. Donc, il faut retirer des choses. Donc, il faut faire des choix pour pouvoir rajouter des nouveautés. Voilà. Ensuite, il faut assurer l'alignement des pôles. Et je vais faire un petit coucou à Yannick qui m'a donné cet exemple récemment que j'ai trouvé hyper marquant. Donc, c'est un exemple, c'est une vraie histoire qui est vraiment arrivée dans une entreprise où en fait la direction, enfin le responsable production, il travaillait tout seul de son côté, puis il s'est dit ok, pour mes objectifs de l'année prochaine, je veux réduire le nombre de produits sur ma chaîne pour augmenter les marges de mes produits. Donc voilà, moins je fais de produits différents, plus je peux augmenter mes marges. Ok, donc ça c'est mon objectif. Sauf que le directeur marketing, lui, dans le même temps, il s'est dit ok, moi mon objectif pour l'année prochaine, c'est de cibler des nouveaux consommateurs. Et donc, pour pouvoir cibler des nouveaux consommateurs, il faut que j'élargisse ma cible, mon offre. Donc, que je fasse plus de produits, des nouveaux produits. Et donc là, en fait, à un moment donné, ils ont fini par discuter et puis se présenter chacun leurs objectifs. Enfin non, d'ailleurs, ils ont présenté chacun leurs objectifs à la direction et la direction a dit attendez, il y a un truc qui ne va pas là, vous n'êtes pas du tout synchronisés. Donc en fait, ils ont tous les deux travaillé dans le vent. Puisqu'en fait, ils ont tous les deux proposé des stratégies qui ne sont absolument pas compatibles. Et ça peut arriver entre les sales et le marketing, entre la prod et les sales, entre les CSM et les sales, par exemple. Si vous ne discutez pas au moment où vous faites vos objectifs, vous pouvez avoir des objectifs qui sont totalement contradictoires. Et du coup, ça ne sera pas faisable. Et mieux vaut s'en rendre compte avant d'avancer dans les actions, parce que sinon, vraiment, vous allez perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc le but, c'est je discute avec les autres pôles, je présente mes objectifs, je présente ce que j'ai prévu avec mon budget aux autres pôles pour m'assurer qu'on est bien aligné. Et idéalement, même commencer à d'abord en discuter avant de structurer toutes ces idées pour pas travailler dans le vent, tout simplement. Oui, tout à fait. Merci Clémence, rien à rajouter par rapport à ça. Et donc Yannick, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un consultant en management avec lequel on sollicite beaucoup chez Make the Grade, donc L48 Management si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce que tu veux faire un petit laïus rapidement sur les outils et tableaux de bord recommandés ? Ouais, du coup, évidemment, j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais évidemment, donc, il faut que les données remontent à quelque part, il faut que vous les ayez pour pouvoir les analyser, pour pouvoir savoir si vous êtes dans la bonne direction. Donc, évidemment, ça passe par des dashboards. Nous, chez MTG, évidemment, on recommande HubSpot et nous, tous nos dashboards sont sur HubSpot. Moi, je suis tout en temps réel sur mes dashboards HubSpot. C'est essentiel. Et pour gagner du temps, on pense à l'automatisation. Il faut déployer un maximum de choses pour gagner du temps. On est majoritairement, on est souvent des petites équipes en marketing. On n'a pas de temps illimité. Donc, par exemple, ça peut être des choses assez simples, des workflows assez simples qui vont faire remonter à chaque fois que un lead atteint un certain score, par exemple, ça tag un sales où ça va mettre ça sur, par exemple, nous on utilise Slack, ça peut mettre un message Slack à l'équipe commerciale pour dire faut traiter ce lead là, merci beaucoup. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'envoyer les dashboards marketing toutes les semaines à vos équipes. Nous, tous les lundis matins, on envoie les dashboards marketing pour que tout le monde, pas que moi, puisse suivre les données, parce que moi en fait je suis garante des données, mais il faut que mes équipes aient accès et les yeux sur les données autant que moi pour réagir aussi avec moi quand ça ne va pas. Donc voilà, automatiser, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Est-ce que j'avais autre chose à dire ? Et oui, vous pouvez automatiser l'attribution, c'est ce que je disais, des leads en round robin. Donc ça peut être aussi l'automatisation qu'on peut mettre en place.
soit vous laissez les sales se débrouiller, vous mettez juste un message qui s'automatise et qui dit il faut traiter le lead, soit vous mettez en place un workflow qui va aléatoirement attribuer les leads aux commerciaux pour que ce soit traité. Ou alors l'attribution après peut se personnaliser par rapport à vos enjeux de métier. Ça peut être par rapport à des territoires spécifiques, ça peut être par rapport à des tailles de comptes à adresser, ça peut être par rapport à des problématiques ou des produits escomptés. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'enjeu de contextualisation que je vous évoquais juste avant. Donc, le round robin, c'est le niveau 1 et simple quand il y a une notion d'égalité et uniquement celle-ci. Mais voilà, on peut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est comme vous voulez. Merci Clémence. Celui-ci, on va pouvoir passer, parce qu'on a déjà pas mal parlé d'IA. Donc, je vais avancer parce que l'heure tourne. On vous a, donc vous aurez ça dans le support qui vous sera envoyé. On va vous partager en fait Est-ce que je peux vous partager ça? Oui. On va vous envoyer ça. Voilà. Donc là, il y a bien mon écran qui s'affiche, Clémence? Ouais, c'est bon. On va vous envoyer un modèle de définition des objectifs SMART. C'est assez rudimentaire, mais c'est diablement efficace. Donc voilà, on aime bien vous partager des morceaux de process qui sont en lien avec les sujets qu'on évoque dans chaque webinaire. Vous aurez celui-ci, ça vous permettra de crafter vos objectifs SMART en fonction des items que vous allez avoir besoin de développer. Donc voilà, c'est sur Notion, c'est simple et efficace et vous allez pouvoir l'utiliser dès que vous aurez accès aux slides. Voilà, et on va pouvoir tout simplement enchaîner sur la partie questions-réponses. On va faire monter SOA directement sur scène et on va regarder ça. Donc, je vois que nous avons… Salut Soa! Salut, merci pour la présentation. Du coup, c'était très clair. Au niveau des questions, on a une question de Anne. Attendez, j'arrive à… Hop. Qui nous demande gifting très intéressant, mais est-ce que vous pouvez rappeler les réglementations sur les limites de montant de la valeur des cadeaux dans un cadre professionnel? Oui. Ouais. Alors, faut distinguer. Alors, il y a deux choses. Quand on parle de cadeaux clients, il y a les cadeaux clients qui vont être, par exemple, pour des salariés et des cadeaux clients qui vont être pour des entrepreneuses, entrepreneurs qui ont des comptes professionnels en propre, donc des comptes holding, par exemple. Donc, sur la partie salariée, il me semble qu'actuellement, on est à des valeurs de cadeaux de 73 € à vérifier pour le chiffre exact, mais comme c'est j'ai vérifié, du coup, vu que j'avais un doute, j'ai vérifié. C'est bien 73 € TTC, la limite, pour n'avoir rien besoin de déclarer. C'est-à-dire que si vous faites des cadeaux inférieurs à 73 €, vous ne risquez strictement rien. Sachant quand même qu'il y a des entreprises qui ont quand même des politiques, qui n'ont pas le droit de refuser, qui n'ont pas le droit d'accepter, des cadeaux, quels qu'ils soient et quel que soit le montant. Donc je sais que moi, j'ai déjà été confrontée à ça où on me dit je suis désolée, je peux pas accepter votre cadeau. Ça arrive, ça c'est des politiques de boîte, mais pour le coup là c'est vraiment très spécifique, c'est pas la réglementation, c'est pas la loi. Là c'est l'entreprise qui met des règles pour éviter qu'il y ait des pots de vin. Mais normalement la loi française en tout cas, vous pouvez faire des cadeaux à hauteur de 73 € TTC sans aucun souci. Et si vous faites des cadeaux au-delà de 3 000 €, là, par contre, c'est très, très réglementé. Enfin, là, il y a beaucoup de choses à remplir, beaucoup de paperasse à faire pour justifier pourquoi vous faites un cadeau à 3 000 €. Mais du coup, nous, on parlait plutôt de cadeaux, justement, autour d'une cinquantaine d'euros. Ça suffit largement, puis vous avez plein de choses qui sont possibles pour des montants inférieurs à 73 € TTC. Oui, tout à fait. Bon, rien à rajouter par rapport à ça. Donc, bien faire en fonction de vos cibles. Les cadeaux, encore une fois, il y a un intérêt quand on s'adresse à une stratégie basée sur les comptes clés, une stratégie ABM. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de surprendre, c'est de se différencier. Dans cette enveloppe budgétaire, il y a déjà de quoi faire, mais voilà, c'est d'avoir une sorte de hook avec un objet physique pour déclencher un échange ou valoriser une reconduction de contrat, par exemple.
Nous, par exemple, on est assez fiers de notre Bretagne. Comme tout Breton qui se respecte, je suis pas bretonne. Mais voilà, et du coup, nous, on aime bien faire des cadeaux en relation avec la Bretagne. Donc, si on fait des cadeaux, ça va souvent être des petites sucreries liées à la Bretagne, donc des petits kouign-amann, des petits gâteaux au caramel au beurre salé ou ce genre de choses. Ça peut être des crêpes, ça peut être des choses comme ça. Donc, nous, on essaye d'avoir le rapport à la Bretagne, mais ça peut être. Enfin, voilà, parce que souvent, on marque avec notre côté très breton. Mais voilà, l'idée, c'est juste d'essayer de marquer d'une manière ou d'une autre. Donc, trouver ce qui va vous différencier et puis allez-y à fond. Merci beaucoup. Une ou deux autres questions pour la route, Soa? Ouais, alors du coup, on a une question de Thibaut. Avez-vous des exemples de comment vous utilisez l'IA dans vos campagnes, marketing? Ouais, bah moi, je peux te donner plusieurs exemples. Nous, on va beaucoup utiliser l'IA, enfin, de plus en plus sur la partie création de contenu. Ça va beaucoup nous faire gagner de temps. C'est-à-dire qu'on va lui faire rédiger la base et puis après, nous, on va rajouter notre expertise par-dessus parce que les contenus générés par IA sont aujourd'hui quand même encore assez bateaux. Donc, il va falloir rajouter toute cette surcouche expertise, mais ça fait quand même gagner un temps fou. On va aussi l'utiliser pour tout ce qui est traduction. Nous, on a un peu de marché en Europe, dans des pays anglophones, par exemple, notamment. Moi, aujourd'hui, l'IA traduit mieux que moi, même si j'ai un bon niveau d'anglais, ça va toujours mieux traduire que ce que je pourrais faire moi. Donc, on gagne énormément de temps. Nos contenus sont traduits par IA, ça va beaucoup plus vite. On peut aussi préparer. Aujourd'hui, je suis en train de tester l'IA HubSpot qui permet de recycler du contenu. Ils ont fait je ne sais plus comment ça s'appelle mix ou remix ou un truc comme ça, la fonctionnalité. Et en fait, elle permet à la base enfin, vous avez un contenu, vous lui donnez un contenu et en fait, il va le décliner en plusieurs formats. Donc, il peut le décliner il peut prendre un article et puis en faire un post, en faire une illustration, enfin un peu en mode infographie. Il peut même vous faire un script pour une vidéo. Voilà, il peut vous recycler du contenu et vous donner des possibilités, ce qui vous fait gagner un temps phénoménal. Ouais, et moi j'ai un autre exemple qui va être plutôt dédié, qui va servir à appuyer le marketing, mais qui va être basé sur soit les échanges avec les prospects en avant-vente, soit avec les échanges avec les clients quand on est en situation de support ou d'accompagnement, coaching au quotidien. Aujourd'hui, en fait, on peut utiliser de la retranscription automatisée. Donc, vous savez, on est en visio, un peu comme c'est maintenant. Et puis, on a un petit bot, un petit robot qui tourne à côté, qui va tout retranscrire à l'écrit, ce qu'on évoque de manière brute. Et en fait, aujourd'hui, grâce à des CRM, donc notamment HubSpot permet de le faire, mais il y en a plein d'autres qui commencent à faire ce virage-là aussi. Et grâce à des outils qui sont soit natifs dans le CRM ou qui sont soit gravitants à côté, on peut du coup rattacher cette retranscription-là à des modélisations spécifiques. Donc, d'un point de vue marketing, ça va nous servir notamment à identifier des intentions d'achat par rapport à ces échanges-là. Donc, imaginons, on a des dizaines des dizaines, par exemple, de commerciaux qui ont des échanges avec des prospects ou des dizaines de CSM qui ont des échanges avec des clients. Ça retranscrit, ça alimente beaucoup de données. Et on va être capable d'aller alimenter certaines propriétés automatiquement par rapport à ce qui est dit et évoqué dans le CRM. Donc ça, c'est pas nous qui le faisons manuellement quand on est en situation de délivrabilité prospect ou client. C'est directement le CRM et l'intelligence artificielle qui va le faire. Et en fait, ça permet de faire tourner des automatisations, faire tourner des lead scoring et d'identifier uniquement par le canal de la voix, du coup, au fil de l'eau, des opportunités de vente additionnelle et de vente croisée. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à mettre en place. Même chez nous, chez Make the Grade, c'est assez puissant. Moi, je peux que vous recommander un outil de retranscription qui permet de faire la modélisation comme ça, à côté de HubSpot, qui est hyper puissant. Ça s'appelle Praise, P-R-A-I-Z. C'est une solution française et franchement, c'est excellent pour faire de l'intent. Donc là, on parle d'event-based CRM, des événements basés sur les informations CRM. Franchement, c'est pas l'avenir, c'est déjà présent et c'est hyper puissant. Et une dernière question pour la route, Soa? Ouais, du coup, il y avait de Julia. En quoi le fait de créer un programme de fidélité assurerait-il un réachat de la part des clients? Alors, faut doser. Je pense pas que ça permette d'assurer à 100%.
Par contre, ça permet de se différencier, quoi. Aujourd'hui, voilà, on est sur des marchés B2B où il y a une forte concurrence et où l'enjeu d'enchanter la relation client n'est pas un mot galvaudé. Et donc, il faut réussir à se distinguer, quoi, parce qu'à délivrabilité équivalente, bah, c'est vraiment l'expérience client qui va primer sur le fait qu'on va fidéliser sur le long terme. Donc, en ça, il y a plein de méthodes qui permettent de le faire, mais l'aspect cadeau client et gifting basé sur une logique de gamification, bah, ça active énormément de biais cognitifs qui sont connus, identifiés, théorisés et qui sont fonctionnels, quoi. Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui de programme de fidélisation client et si à côté de ça, vous n'avez pas de programme d'affiliation, c'est-à-dire influer sur la capacité de vos clients satisfaits à vous recommander des nouveaux clients, pareil sur base de gifting, c'est des excellents leviers marketing pour étendre votre notoriété et vos identifications de pistes d'affaires pour 2025. J'ai rien à ajouter. D'accord, merci. Très clair. Merci pour vos réponses. Parfait. Merci beaucoup, Soa. Merci, Clémence. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce webinaire-là. On va partir en congé de fin d'année bien mérité. Voilà, le petit chapeau de Noël, tout ça. C'était le dernier webinaire de l'année. Du coup, on se retrouvera fin janvier 2025 pour relancer une nouvelle série de webinaires. Et puis, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir dans le planning des webinaires de 2025, à nous les glisser. Parce qu'on est toujours preneur de vos idées pour pouvoir vous aider et vous faire toujours plus de contenu qui répondent à vos problématiques. Tout à fait. Merci tout le monde. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, voilà, profitez de vos proches. C'est important. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À bientôt.